Le Premier ministre est donc sur notre plateau. Lionel Jospin, bonsoir. Bonsoir. On l'a bien compris en voyant ce reportage, l'attente des chômeurs est particulièrement forte. Hier, Marie-Thérèse Join-Lambert vous rendait son rapport. Quelles sont les propositions que vous allez retenir? Quelles sont celles que vous allez modifier? Et quelles sont celles que vous allez écarter? Vous avez raison de poser la question ainsi parce que Marie-Thérèse Join-Lambert, que je remercie pour son travail, a fait son rapport en toute indépendance. Entre le moment où je lui ai confié cette mission et le moment où elle m'a remis le rapport, hier, nous n'avons pas eu de contact, elle ne m'a pas soumis son travail. Il y a des dispositions que nous allons appliquer dans la loi contre les exclusions, par exemple. Il y a des problèmes qu'elle pose, le lien entre l'assurance chômage, le système d'indemnisation du chômage, et les minima sociaux, c'est-à-dire les mesures de solidarité en quelque sorte, qui sont des problèmes extrêmement importants dont il faudra discuter, mais sans doute avec les partenaires sociaux. Et puis il y a toute une série de mesures qu'elle propose, qu'on retrouvera progressivement dans la loi contre les exclusions. Alors justement, quelles sont les mesures que vous allez retenir et qui vous semblent les plus importantes à prendre dans l'urgence? Eh bien, d'abord, je rappelle que sur une autre antenne, mais lorsqu'il y a eu ces mouvements organisés par des collectifs de chômeurs, j'avais pris 5 engagements. Et j'avais dit que je m'exprimerais sur ces 5 engagements au moment où Marie-Thérèse Join-Lambert remettrait son rapport. Et c'est donc ce que je veux faire ce soir. J'avais pris un premier engagement, j'avais dit, et l'un des personnes, des militants que vous interrogez à l'instant, y faisait allusion, qu'il faudrait que les minima sociaux soient tous indexés sur le coût de la vie. Et ce n'était pas le cas de tous. C'était le cas du RMI, par exemple, ou de l'allocation adulte handicapé. Ce n'était pas le cas de l'allocation spécifique de solidarité, de l'ASS, dont on a parlé beaucoup, ou bien de l'allocation d'insertion. Eh bien, à partir de l'année prochaine, du 1er janvier, tous les minima sociaux seront indexés sur la hausse des prix, c'est-à-dire qu'au début de l'année, en janvier, on augmentera ces minima sociaux de la prévision de la hausse des prix. Donc ça, c'est un rattrapage, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous faites un effort supplémentaire? Ça n'est pas un rattrapage. Rattrapage du pouvoir d'achat. Ça, c'est, dans l'avenir, tous les minima sociaux obligatoirement augmenteront d'autant que le coût de la vie. Plus si nous le décidons, si des gouvernements le décident. Mais de toute façon, au minimum, cela. En ce qui concerne le rattrapage, j'avais pris un deuxième engagement qui était le rattrapage de l'ASS, de l'allocation spécifique de solidarité, touchée par des hommes et des femmes, plus de 500 000 environ, qui sont en fin de droit en quelque sorte, c'est-à-dire qui ne touchent plus de l'allocation du système d'assurance chômage géré paritairement par le patronat et les syndicats dont je parlais tout à l'heure. Et j'avais dit que ce rattrapage serait fait intégralement. Alors, nous avons déjà opéré une partie du rattrapage, comme c'était indiqué tout à l'heure, puisque nous l'avions augmenté de 2% au 1er janvier 1998. Eh bien, nous allons revaloriser l'ASS de 6% supplémentaires, avec effet rétroactif au 1er janvier 1998, ce qui veut dire que pendant l'année 1998, l'ASS sera augmentée de 8%. Donc là, il y a un coup de pouce supplémentaire. De 8%, c'est un rattrapage intégral et qui va représenter un effort de plus de 1 milliard de francs. Sur le RMI, est-ce que là, quelle est exactement votre logique? Et question complémentaire, notamment ce que demandent un certain nombre d'associations de chômeurs. Pour un RMI jeune, apparemment, votre réponse est plutôt négative. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Je vais vous répondre, mais je voudrais ajouter que l'allocation d'insertion, qui touche 15 000 personnes, ce n'est pas beaucoup, mais des publics particulièrement en difficulté, fragiles, que cette allocation, qui avait 29% de retard, elle aussi va subir un rattrapage intégral. Les jeunes. Ça a trait à mon troisième engagement. J'avais dit un effort supplémentaire doit être fait en faveur des chômeurs de longue durée et éventuellement des jeunes sans ressources. Sur les chômeurs de longue durée, les chômeurs âgés de plus de 55 ans, qui ont cotisé 40 ans à la sécurité sociale et qui touchent actuellement soit l'ASS, soit le RMI, bénéficieront d'une augmentation de 1 750 francs par mois jusqu'à l'âge de 60 ans, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas toucher moins de 5 000 francs par mois. Et quant aux jeunes, nous n'envisageons pas de créer un RMI jeune. Je pense... Ça veut dire que vous suivez les recommandations de Marie-Thérèse Join-Lambert, mais on a entendu que tous ces chômeurs aujourd'hui réclament très fortement cette allocation RMI jeune.
Ça veut dire que je pense que pour les jeunes, ce que nous devons trouver, c'est l'emploi. Ce n'est pas un revenu d'assistance au début de leur vie. Je ne suis pas sur cette philosophie. J'ai dit que je voulais une société du travail et pas une société de l'assistance. Et pour les jeunes, alors d'une part, il y a les emplois jeunes quand même. Non seulement il y a une croissance plus forte, on en parle, une reprise des emplois, une baisse du chômage qui va favoriser les jeunes, mais nous avons déjà créé des emplois pour les jeunes avec les emplois jeunes de près de 50 000 et nous envisageons d'en créer 150 000 dans l'année 98. Pour les jeunes, c'est l'emploi qu'il faut créer. Maintenant, il y a néanmoins des jeunes dépourvus de ressources. Ceux-ci bénéficieront, on en parlera dans le projet de loi contre les exclusions, d'un nouveau dispositif d'insertion et d'accompagnement qui sera doté, au titre de l'État, il y a l'action des régions dans la formation, qui sera doté de 700 millions de francs. Pour les personnes qui ont aujourd'hui ces minima et qui sont en passe peut-être de trouver un emploi demain, mais qui ne sont pas certains que cet emploi va être durable ou pas, est-ce que là, il n'y a pas une piste également à trouver pour qu'ils gardent une partie éventuellement de ces minima? C'est vrai, c'était le 4e engagement que j'avais pris. Nous devons faciliter le retour au travail. Nous devons passer de l'assistance à l'insertion par le travail. Et de ce point de vue, le gouvernement a donc décidé, j'ai décidé que désormais tout allocataire du RMI ou de l'ASS ou de l'allocation parent isolé qui reprend un emploi pourra conserver son allocation de façon dégressive pendant 1 an dans la limite en gros d'un SMIC. Donc voilà une mesure qui est une mesure d'incitation au travail forte et je crois novatrice. Globalement, ça coûte combien tout ça? Vous avez pu chiffrer? Je ne suis pas sûr qu'il fasse faire des chiffrages parce que je vous ai chiffré un certain nombre de mesures. Oui, j'ai indiqué, j'ai parlé d'1 milliard, j'ai parlé de 700 millions. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il faille à chaque fois vouloir totaliser parce qu'on se réfère à des situations souvent très différentes. Alors justement, on va parler, si vous voulez bien, de ces mesures qu'il va falloir financer. Vous bénéficiez en ce moment d'une forte... Il y avait un 5e engagement quand même. Allez-y. Je ne peux pas l'oublier parce que, pardonnez-moi, je sais que ça donne un côté un peu... copieux à ce début d'intervention. J'essaierai d'être un peu plus allègre ensuite. Mais j'avais un 5e engagement, c'était le projet de loi contre les exclusions, en disant qu'il serait doté des moyens nécessaires. Alors je voulais vous dire que Martine Aubry va présenter le 4 mars au Conseil des ministres, au prochain Conseil des ministres, son programme triennal d'action contre les exclusions et le 25 mars, un projet de loi sera présenté au Conseil des ministres contre les exclusions, qui devra être discuté et voté avant l'été et qui sera doté de moyens tout à fait significatifs. Alors revenons, si vous le voulez bien, là, sur le financement de ces mesures. Vous bénéficiez, il faut le dire, plutôt d'une bonne croissance. Mais justement, les fruits de cette croissance, vous allez les employer en majorité pour le chômage. Vous allez aussi vouloir réduire les déficits publics pour pouvoir entrer dans l'Europe de Maastricht correctement? Je crois que si nous bénéficions d'une certaine reprise de la croissance, c'est que nous y avons travaillé. Nous l'avons aidé. Certes, il y a la conjoncture internationale, qui est peut-être moins défavorable. Mais depuis que nous sommes aux responsabilités, nous avons fait des choix très clairs. Nous avons d'abord décidé d'avoir la croissance la plus forte possible. Et je crois que nous avons fait un bon diagnostic économique, c'est-à-dire que nous avons compris que les politiques menées antérieurement maintenaient le taux de croissance français en dessous de ce qui était possible, de son taux de croissance potentiel. Au fond, on la faisait fonctionner avec un moteur bridé. Nous avons débridé ce moteur en comprenant qu'à partir du moment où les entreprises avaient retrouvé leur compétitivité, leur efficacité, avaient des profits importants, c'est la demande qui les freine. À qui va profiter cette croissance? Justement, qu'allez-vous faire de cette énergie? À qui va profiter d'abord cette croissance retrouvée, si on vous écoute bien? Non, vous allez trop vite. Il faut avoir la croissance maximum. C'est ce que nous sommes en train d'essayer d'obtenir. Il faut que cette croissance soit aussi riche que possible en emploi. C'est le rôle des emplois jeunes. C'est le rôle de la diminution négociée du temps de travail avec l'objectif des 35 heures. Et puis, il faut que cette croissance serve à la solidarité. Alors là, par rapport à votre question, je voudrais quand même... Il y a un débat, y compris, je dirais, dans votre famille politique là-dessus. J'ai entendu Dominique Strauss-Kahn dire qu'il ne faudrait pas recommencer les erreurs des années 80. Donc, il ne faut jamais recommencer les erreurs si on peut les éviter. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut peut-être se mettre en garde contre les emballements. Il y a 15 jours, 3 semaines, on disait, à cause de la crise asiatique, on ne pourra pas obtenir le taux de croissance que prévoit le gouvernement pour 98, 3%. Aujourd'hui, on oublie tout ça. Et on nous dit il faut déjà distribuer les fruits de la croissance avant même d'être sûr si cette croissance va être durable. Moi, je voudrais vous dire, à la place où je suis, je ne peux pas fonctionner comme ça.
je suis obligé de former ma pensée, d'examiner les faits, d'essayer de choisir avec le gouvernement, avec Dominique Strauss-Kahn notamment, avec tous les ministres, la bonne politique et de la mener dans la durée. Je ne peux pas aller d'un emballement à l'autre, si vous voulez. Un Premier ministre, ça fonctionne sur du courant continu, pas sur du courant alternatif. La raison et le long terme avant de redistribuer tous les fruits de la croissance. Mais les fruits de la croissance dans l'année 98, nous les distribuons. Notre budget de 1998, il est en progrès par rapport au budget 97 parce que nous engrangeons les fruits de la croissance. C'est plutôt la distribution ou plutôt les grands équilibres? Je pense qu'il ne faut pas opposer ces deux dimensions de façon factice. Nous avons favorisé la croissance et en même temps, nous avons tenu le déficit budgétaire. Pourquoi? Bien sûr à cause de nos engagements européens, mais aussi parce que si on dépasse 3% de dette, 3% de déficit, on fait de la dette. Et quand on contrôle les déficits, on fait baisser les taux d'intérêt. Or, les taux d'intérêt qui baissent, c'est favorable à la croissance. Vous voyez qu'il faut se méfier des analyses trop superficielles. Et donc, je voudrais vous dire que pour distribuer, il faut produire. Donc, notre action, elle va être menée sur le long terme avec comme objectif de produire et de distribuer, de chercher la croissance la plus forte possible, de chercher l'emploi, et je pense que l'évolution en matière d'emploi est relativement positive, et puis aussi de veiller à la solidarité. Voyons maintenant, si vous le voulez bien, notre troisième chapitre, celui du conflit irakien. Le président de la République donne aujourd'hui une longue interview à nos confrères du Monde. Elle contient un avertissement à l'Irak, puisque Jacques Chirac affirme que toute violation éventuelle de l'accord entraînerait les plus sévères conséquences. Mais le chef de l'État déclare aussi que s'il y a violation de l'accord, les États-Unis ne doivent pas répliquer militairement et que c'est au Conseil de sécurité d'apprécier la situation. C'est une position qui vous convient? Elle me convient forcément, puisque nous l'avons élaborée ensemble. Depuis toutes ces semaines, le gouvernement, le Premier ministre, le président... moins entendu quand même que le président de la République. Et il n'est pas interdit d'être élégant sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de questions. Mais le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, dans des réunions particulières, les ministres, vous savez que des hommes comme Jean-Pierre Chevènement et d'autres s'expriment sur ces sujets à l'intérieur du Conseil des ministres, l'ensemble des ministres se sont exprimés sur ces problèmes au Conseil des ministres. Les positions définies par la France ont été élaborées en commun entre le président de la République, le gouvernement. Cette politique diplomatique auquel le président de la République a donné notamment l'éclat qu'il convenait par ses contacts, ses rencontres, ses coups de téléphone, elle a été conduite par le ministre des Affaires étrangères, par l'ensemble de nos postes diplomatiques, c'est-à-dire par l'administration qu'anime le gouvernement. Donc tout ça a été fait en commun et je pense que ça a donné un résultat positif. Cette unité de la France sur cette question a permis à la France de peser davantage. Alors justement, toujours sur l'Irak, le chef de l'État, dans la même interview, souhaite que, si cet accord est respecté, l'embargo en Irak soit sérieusement allégé. Qu'en pensez-vous? Nous avons compris dès le début que nous n'étions plus dans la phase de 91 et de la guerre du Golfe. Que nous n'avions plus l'Irak occupant un pays des Nations Unies, le Koweït, d'un Irak terriblement menaçant par sa puissance militaire, que nous étions face à un Irak qui avait dû évacuer le Koweït, à qui les Nations Unies légitimement avaient imposé des contraintes, dont l'appareil militaire avait été en partie brisé et dont la population souffrait sous l'embargo. En même temps, cet Irak gardait un potentiel d'armes de destruction massive, nucléaires, balistiques, celles-ci ont pratiquement été contrôlées, mais aussi potentiellement bactériologiques et chimiques. Et là, le contrôle reste à être poussé jusqu'au bout. Donc, l'Irak doit respecter les obligations qui sont les siennes face au Conseil de sécurité. Sur ce point, nous pensons les choses de la façon la plus claire. La pression militaire américaine a joué un rôle, certainement, dans cette affaire. Mais en même temps, nous pensions, les autorités publiques françaises, qu'il fallait chercher une issue diplomatique, une issue pacifique. Et l'accord intervenu à Bagdad entre le secrétaire général Kofi Annan et Tarek Aziz et les autorités irakiennes est un succès, je crois, de tous ceux qui n'ont pas voulu l'engrenage de la guerre, est un succès aussi pour la diplomatie française. Est-ce que ce n'est pas un succès pour la diplomatie européenne, Monsieur le Premier ministre? Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que, par exemple, vous regrettez la position de l'Angleterre qui s'est alignée sur celle des États-Unis? Je ne veux pas porter jugement sur des pays amis. Je pense que Tony Blair s'est certainement exprimé davantage comme un Premier ministre britannique que comme un président de l'Union européenne.
Nous allons vers une politique européenne commune en matière de politique étrangère. Elle n'est pas encore faite, elle reste à construire. Et de toute façon, j'ai toujours pensé que construire l'Europe ne signifiait pas effacer la France. La France doit continuer à parler sur la scène internationale. On a montré ensemble que cela pouvait être utile. Et je crois que l'ensemble des forces politiques françaises, en tout cas l'essentiel, et l'opinion française ont été derrière la position qui a été exprimée officiellement par la France, par toutes ses autorités. Alors, je termine, enfin, je réponds plus précisément à ce qu'était une partie de votre question. Effectivement, l'Irak doit remplir ses obligations, c'est-à-dire accepter le contrôle, y compris de ses sites présidentiels, et l'élimination de ses armes de destruction massive. Si cela est fait, effectivement, nous devons viser à réintégrer l'Irak dans sa région et dans la communauté internationale, ce qui veut dire que nous devons envisager de mettre fin à l'embargo qui pèse essentiellement sur la population, pas sur les dirigeants. C'est-à-dire qu'au fond, nous devons montrer à l'Irak qu'ils ont une perspective à long terme s'ils se comportent comme un membre normal de la communauté des États. Monsieur le Premier ministre, dernière question. On revient en France et aux élections régionales. On a le sentiment que vous ne vous impliquez pas énormément dans cette campagne. Vous allez, je crois, animer 2 meetings tout au long de cette campagne. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que vous avez le sentiment que ce sont justement des élections locales et qu'elles n'ont pas un enjeu national? Non, c'est pas cela. Je pense que ce sont des élections locales, régionales et cantonales. Et en même temps qu'elles auront une signification nationale. Elles délivreront un message politique national sur ce que pensent les Françaises et les Français de la majorité et de l'opposition. Ce n'est donc pas du tout un objectif à cette majorité. Ça n'est pas. J'essaie de terminer la réponse, parce qu'elle est importante. Elle dit quelque chose de la façon dont je veux me situer. Je pense fondamentalement que les élections sont de la responsabilité des partis politiques. Quand je dirigeais un parti politique, je pensais que le gouvernement, quand nous avions des gouvernements, devait essentiellement agir sur son plan pour valoriser son bilan et que c'était aux responsables de parti, et notamment aux responsables socialistes, de mener la campagne. Vous êtes le chef de la majorité tout de même, Monsieur le Premier ministre. Moi je n'utilise jamais ces termes. Je suis le Premier ministre, le chef du gouvernement, c'est ça ma mission. Et donc je considère que pendant cette campagne, je suis socialiste, je suis un des animateurs de cette majorité, en tout cas je dirige un gouvernement de cette majorité. Mais pendant cette campagne, je vais continuer à gouverner. J'irai faire quelques meetings de soutien, mais je vais continuer à gouverner. Et j'espère que le jugement que portent les Français sur notre façon d'agir, d'être, d'affronter les problèmes économiques, sociaux, aussi internationaux, eh bien, aura plutôt un effet positif pour les candidats de la majorité, et éventuellement les candidats socialistes. Mais voilà mon approche. Monsieur le Premier ministre, merci infiniment d'être venu dans le 19-20 et puis toujours